À la une ce soir, René Vathénard abandonne la mairie de Sainte-Marie. L'annonce de candidature de Bruno Nestor-Azero semble avoir achevé l'actuel maire. Après la démission de la quasi-totalité du conseil municipal, il s'agirait là d'un coup de grâce. La citoyenneté enseignée à la prison de Ducos. Une demi-douzaine de jeunes détenus âgés de 16 à 25 ans a participé à une journée d'appel. Un cours qui rentre dans le cadre du protocole d'accord entre le service national de Martinique et l'administration pénitentiaire. Premier jour des vacances de la Toussaint. De nombreux enfants les passeront en centre aéré. Activités éducatives, jeux et animations en tout genre, nous nous sommes rendus à la Maison pour tous de Gondo-Lamentin. Enfin, la Fédération des associations des architectes de la Caraïbe organise sa biennale en Martinique à partir de demain. Ludovic Legrand, vous le voyez, président de l'Ordre des architectes de Martinique, est notre invité ce soir. Bonsoir à tous, heureuse de vous retrouver dans cette tranche info que vous pouvez suivre en direct sur Facebook. C'est un coup de théâtre politique qui a secoué ce week-end la commune de Sainte-Marie. Bruno Nestor-Azero, qui avait laissé sa place de maire en juin dernier pour occuper le poste de député du Nord, veut finalement la récupérer. Il l'a annoncé ce dimanche lors d'un rassemblement du mouvement d'initiative populaire. Après la démission de la quasi-totalité du conseil municipal au début du mois, il s'agit d'un nouveau coup dur pour René Vathénard. Explication de Jean-Marc Tabreau. Amer, mais pas surpris. Depuis son bureau, René Vathénard commente avec quelques ressentiments la candidature de Bruno Nestor-Azero au poste de premier magistrat. Je me suis toujours posé la question où voulait-on en venir depuis le boycott de mon conseil municipal ce mercredi 4 octobre, où 21 élus ne se sont pas présentés. Et là, je me suis dit, il se passe quelque chose, il va se passer quelque chose. Et aujourd'hui, je vois le résultat. L'homme politique ne se représentera pas, mais soutiendra Jean-Franz Cover, ancien conseiller municipal de la majorité, décidé à constituer une liste contre Bruno Nestor-Azero. J'estime qu'il faut que les Samaritains sachent exactement ce qui s'est passé. Il faut qu'ils comprennent qu'en face de nous avons quelqu'un qui a mis une cabane machiavélique en place, qui a orchestré le modèle A à Z. Il fallait trouver l'angle d'attaque. Il a trop vu par les paroles de Mme Lisère. Donc aujourd'hui, effectivement, nous allons partir à la bataille. Il est loin le temps des sourires et des poignées de main de circonstances présentées au public lors de l'investiture de René Vathénard en juillet dernier. 4 mois plus tard, la ville de Sainte-Marie se retrouve sans conseil municipal après de graves dissensions au sein de la majorité. Le retour de Bruno Nestor-Azero est une décision collective, c'est ce que soutient le MIP, le mouvement d'initiative populaire. La majorité actuelle à la mairie de Sainte-Marie est la majorité du MIP de la liste qui a été conduite par Bruno Nestor-Azero en 2014. Elle n'a pas changé. Aujourd'hui, certains à l'intérieur ont tenté de la changer. C'est un échec. Et Bruno Nestor-Azero, en tant que démocrate, a décidé d'aller devant la population. Et devant cette population, avec sa nouvelle équipe, il va proposer la poursuite de ce projet. Je rappelle que hier, devant près de 350 militants, Bruno Nestor-Azero a annoncé qu'il revenait à la mairie de Sainte-Marie et qu'il abandonnait son poste de député. C'est net, clair et précis. Quitter le poste de député pour redevenir maire, à Sainte-Marie, ce coup de théâtre politique est largement commenté. Moi, j'aurais été à sa place, jamais je serais je n'aurais laissé le poste de député pour aller retourner à la commune. J'aurais aimé comme ça de rester dans le cadre qu'il était pour ne pas retourner pour cette affaire de maire. Ça fait la peine, ça me fait mal. Comment Nestor-Azero mettait René Vathénard en place? Comment il peut arriver marcher l'en-main à l'en-main et puis Nestor-Azero? Le 26 novembre, les électeurs samaritains s'exprimeront dans les urnes. En attendant, les affaires courantes sont gérées par René Vathénard, qui n'exclut pas une démission dans les prochains jours. Et notez que ce sera Manuela Clécart-Mondésir, la suppléante de Bruno Nestor-Azero, qui devrait le remplacer au sein de l'Assemblée nationale et devenir alors la deuxième femme députée de la Martinique. Le maire de Schœlcher informe avoir procédé au déblocage de l'accès de tous les bâtiments municipaux. Luc Louison Clémenté demande à tous les agents municipaux de rejoindre expressément leur poste de travail dès demain aux heures habituelles des services. Une rencontre est prévue entre le maire et les représentants syndicaux de FO pour discuter de la poursuite ou non du mouvement.
La citoyenneté s'apprend aussi en prison. Ce matin, une demi-douzaine de jeunes détenus âgés de 16 à 25 ans a participé à la journée d'appel à la prison de Ducos, un cours de défense et citoyenneté qui rentre dans le cadre d'un renouvellement du protocole d'accord territorial entre le service national de Martinique et l'administration pénitentiaire. Depuis 2013, ce sont 72 jeunes détenus qui ont rempli leur devoir civique depuis l'enceinte de la prison de Ducos. Reportage de Luis Sabas. Il y a des gens, par exemple l'État islamique, qui pensent que les femmes, ça sert à rien, juste à peu près. Il y a des femmes qui travaillent, on l'a vu avec les journalistes, on le voit avec la caporal-chef. Terrorisme, instabilité mondiale, enjeu de la défense nationale ou sécurité routière. Pour ces jeunes incarcérés, la journée défense et citoyenneté se passe comme pour d'autres hors des murs du centre pénitentiaire de Ducos. Ils écoutent, apprennent et échangent avec les instructeurs sur ces thèmes qu'ils ont rarement ou jamais abordés à l'extérieur. On a appris à quoi sert l'armée, qu'est-ce qu'il y a comme risque dans le monde maintenant, de ce monde instable, à savoir les terroristes, les hackers et puis le changement climatique. C'est bien de savoir d'autres choses dans la vie. Les murs de la prison ne privent pas ces jeunes âgés de 16 à 25 ans de leur citoyenneté. En moyenne, 2 opérations de ce genre sont menées par les militaires qui les informent sur leurs droits, leurs devoirs et leur ouvrent des perspectives d'avenir. C'est peut-être une petite porte qui s'ouvre. Une petite porte qui s'ouvre peut-être pour une formation, un travail, un truc, je sais pas. Ça va servir, oui, c'est sûr. Comme je t'ai dit à taper le permis, sans ça, tu ne peux pas avoir ça. Ou un peu d'autres papiers, des trucs comme ça. Ils ont les mêmes droits en ce qui concerne le droit au retour en formation, le droit à l'information, le droit sur les prestations sociales et ainsi de suite. Ils ont les mêmes devoirs, les mêmes obligations légales, à savoir être recensés, avoir effectué sa JDC. Parce que si vous n'effectuez pas votre JDC, il y a un certain nombre de concours et d'examens soumis à l'autorité de l'État que vous ne pourrez pas passer. Le premier étant le permis de conduire. Donc notre démarche aujourd'hui est de venir à la rencontre de ces jeunes dans la difficulté et de leur permettre de préparer et de remplir cette démarche pour démarrer tout de suite leur reconversion à leur sortie. Tous sont volontaires, une démarche bien vue par l'administration. Leur situation pénale est très souvent réétudiée en condition d'application des peines, en regardant de près leurs efforts de réinsertion. J'estime qu'un détenu qui est volontaire pour participer à ce type de journée est un détenu qui réellement fait œuvre d'une réelle volonté de réinsertion. Il souhaite se réintégrer dans la société, il souhaite reprendre à part entière sa place de citoyen. Je pense que c'est dans ces conditions-là, j'estime qu'on le prend plus en compte. Et moi, j'y suis sensible, en tout cas, lorsque je donne mon avis. Depuis les derniers accords cadres signés en 2013, ce sont 72 jeunes détenus qui ont effectué leur devoir civique. Mais organiser ces journées d'appel en milieu carcéral n'est pas simple. Certains d'entre eux n'ont pas fait à 16 ans le recensement militaire auprès de leur mairie. En bref, un livreur de repas qui circulait à moto a été pris pour cible par 2 autres hommes qui eux aussi circulaient à moto. Les raisons de l'agression ne sont pas connues pour l'instant, mais le livreur a été blessé par arme à feu au niveau de la bouche. La scène s'est déroulée au boulevard du Général de Gaulle à Fort-de-France aux alentours de 13h30. La victime a été secourue par les pompiers et transportée très agitée au CHU de Fort-de-France. Vous pouvez respirer à nouveau à peu près normalement. La brume de sable qui pesait au-dessus de nos têtes se dissipe et la qualité de notre air s'améliore. Les pluies attendues ces prochains jours devraient éradiquer complètement le problème. Aujourd'hui, nous sommes redescendus à un indice de 6 sur 10. Voyez les précisions de la chargée de communication de Madine Linéaire qui s'exprime face à la caméra d'Alizé Lutran et Guy Raphaël René. Cette baisse, elle a commencé depuis samedi, c'était progressif, mais on était vraiment sur des niveaux très élevés auparavant, donc forcément, c'était pas net, mais c'est progressif et depuis hier soir, dans la nuit et ce matin, on enregistre des concentrations en dessous du seuil du premier seuil sanitaire qui est de 50 microgrammes par mètre cube. Donc à 11h, on était à peu près à des niveaux de concentration de 30 microgrammes par mètre cube. Donc voilà, on est en dessous. L'air reste médiocre puisqu'il y a toujours la brume de sable, mais les risques sur la santé sont beaucoup moindres. Sur l'agglomération Fort-de-France, Valentin-Schœlcher Madinaire enregistre un indice 6, donc un air médiocre. Et sur l'ensemble de la Martinique, voilà, on reste avec une qualité de l'air médiocre et donc une vigilance qui est levée, plus de risques pour la santé.
Et notez en bref que la Martinique est placée en vigilance jaune pour fortes pluies et orages. Une onde tropicale se situe à environ 300 km du sud-est de la Martinique et devrait nous concerner au cours de la nuit. Des cumuls de 70 à 100 mm sont possibles sur une période de 6 heures. Une accalmie temporaire est attendue demain après-midi, mais une nouvelle dégradation pluvieuse et orageuse passera dans la nuit de mardi à mercredi. Des pluies qui seront accompagnées de rafales de vent pouvant parfois atteindre 60 à 80 km/h. Et nous vous parlions de l'amélioration de la qualité de notre air qui tombe bien puisque nous sommes en période de vacances scolaires, 2 semaines de repos au cours desquelles de nombreux enfants passeront en centre aéré. Au Lamentin, la mairie a mis à disposition les locaux de la Maison pour tous de Gondo pour l'association La Bulle à Christou. Environ 20 enfants de 4 à 12 ans sont pris en charge la journée. Alizé Lutran et Guy Raphaël René ont capté l'ambiance sur place. Regardez. À 9 ans, Anaël vient ici depuis 3 ans. Comme beaucoup d'enfants de son âge, ses parents travaillent. Alors ses vacances, il les passera en partie dans ce centre. Une solution qu'il n'apprécie pas vraiment. Je ne suis pas encore assez grand pour rester tout seul dans la maison. Alors à des moments, je peux rester pendant 1 heure, mais je ne peux pas rester pendant toute la journée. Ce que j'aime pas trop là-dedans, c'est qu'il y a des petits et que moi, j'aimerais avoir avec des personnes de mon âge. Des enfants entre 4 et 12 ans, au centre d'intérêts différents, mais qui n'empêchent pas certains de se socialiser. Ça m'aide beaucoup et il y a aussi parfois qu'on peut rencontrer des copines. Dès que j'ai franchi la première porte, j'ai déjà trouvé une copine. On colorie, on joue à maman et papa. Ça coûte moins cher. C'est bien, puis c'est à côté de chez ma famille. Car passer plusieurs jours en centre de loisirs représente un budget. Grâce à son association, Christelle propose aux familles du quartier et aux parents les plus modestes de prendre en charge leurs enfants à moindre coût, seulement 2 € par jour. Pour les vacances de Toussaint, ça représente 16 € pour les vacances. Donc ce budget-là nous permet de financer un petit peu les activités et bien sûr le partenariat avec la ville du Lamentin qui soutient énormément l'action, qui va permettre de favoriser, de mettre en place des actions également. Donc là on est en train d'essayer de voir dans quelle mesure on peut encore améliorer le programme, l'enrichir avec d'autres associations et pourquoi pas proposer également le déjeuner. Un mode de garde économique et à taille humaine qui permet aux animateurs de proposer un large choix d'activités. Ça permet aux enfants de toucher à du VTT, de la Kids Zumba, du soutien scolaire, des ateliers de loisirs créatifs, de manipuler pas mal de choses. Victime de son succès, le centre de loisirs affiche déjà complet pour ses vacances. Mais l'association de Christelle accompagne également les enfants le reste de l'année, notamment par le biais de soutien scolaire. Direction la Guyane où un colloque est organisé en ce moment sur la coopération judiciaire entre la France, le Brésil et le Suriname. Il s'agit d'une rencontre entre les universitaires et praticiens du droit autour de la question de l'augmentation des crimes transfrontaliers. Reportage de Pierre Tréfou. Ce matin, l'Université de Guyane recevait les praticiens du droit pour un colloque autour de la question de la coopération judiciaire entre les 3 territoires frontaliers, le Brésil, la France et le Suriname. C'est l'occasion pour le capitaine Philippe Joachim, officier de liaison à Brasilia, d'avoir un éclairage complémentaire sur son travail. La coopération se passe bien et le défi pour l'officier de liaison est avant tout de bien connaître le système brésilien, le système judiciaire et policier brésilien, de se faire connaître et de connaître les réalités locales. La France partage sa plus grande frontière avec le Brésil, avec qui elle partage une coopération historique. Aujourd'hui, il y a même des échanges universitaires qui sont mis en place entre les 2 pays. Il faut avoir des procès plus rapides. Ça veut dire une coopération. Il a amélioré avec la présence d'un magistrat de liaison français à Brasilia. Il n'y a pas encore le contraire, ça veut dire un magistrat brésilien de liaison. Il y a un projet de loi sur ces sujets, mais qui n'existe pas encore à la loi brésilienne. Mais j'imagine qu'on va avoir, ils vont avoir un procès plus rapide, plus efficace. C'est un chemin. Ces journées permettent de renforcer la connaissance mutuelle entre les différents acteurs de la coopération pénale internationale. Elles s'inscrivent également dans le cadre de la consolidation de la politique d'entraide pénale entre le Brésil, le Suriname et la Guyane. Direction la Guadeloupe maintenant, où les marins pêcheurs de l'île Sœur ont manifesté leur colère. Très tôt ce matin, une trentaine de canots a bloqué le chenal de Pointe-à-Pitre, empêchant toute circulation par voie maritime. Circulation perturbée également sur terre, puisque les professionnels de la mer ont bloqué les principaux axes routiers. Reportage de Karen Diama.
Barrage filtrant, embouteillage. Pendant toute une partie de la journée, les marins pêcheurs de Guadeloupe ont montré leur mécontentement en bloquant les principaux axes routiers. Pour se faire entendre, on est obligé de faire ça. C'est vraiment malheureux, mais c'est pour ça que je donne toutes mes excuses aux Guadeloupéens d'avoir bloqué la Guadeloupe en partie ce matin. Mais le problème, c'est comme ça que ça marche. C'est l'épreuve de force et puis voilà quoi. Réunion intersyndicale, le 19 octobre dernier, les marins-pêcheurs énonçaient 8 points de revendication. Le premier étant la structuration de la filière pêche. Pour un marin-pêcheur, en 2020, fait la pêche, il est obligé de passer capitaine d'essai. Est-ce qu'ils ont pensé aux marins-pêcheurs qui sortent de l'école, ni 25 ans, nous pouvons remettre sur table l'école, puis à l'école, puis te peigner au capitaine d'essai? Ce n'est pas possible. Là, nous commandons quoi à la Martinique français, nous français, à la Martinique, ça y a fait, il y a ces bougon documents, et ces bougon qui ont fait la pêche tranquillement. Nous commandons ça, nous pas de problème pour le monde, nous commandons leur port aussi, donc ils signent une convention avec nous, puis ils paient nous matériel, puis ils mettent des CP en mer par rapport à dragage là qu'ils fait en mer là. Nous commandons à appliquer ça, ils signent. Nous n'avons pas de problème, et pour le monde, ça ni à peu près 6 ans, nous avons goumé pour chlordécone, ni 2 ans, nous au niveau à le port autonome, nous au niveau à certains bités que nous commandons l'État. Et ils n'ont pas qu'à appliquer. Ils ont dit nous, ok. Mais là, je dis, nous n'avons pas de problème là ça. Si nous avons fait, nous avons dit peuple là, excusez-nous encore, à pas faute en nous essayons d'attendre les gens pour ne parler avec nous. Mais 3 cyclones passés, mais tous les 3 cyclones là, ils passent en la mer. On sait les passer cité. Ils ont déjà indemnisé les agriculteurs. Mais en mer là, ni dégâts tout bonnement. Marin pêche pas ni pour matériel pour le travail. Nous restons qu'à attendre pendant 1 mois pour le monde pas venir voir nous. Le barrage a été levé en milieu d'après-midi, rétablissant en totalité la circulation. Restez avec nous à suivre dans un instant. Nous reviendrons sur le retour d'Alfred Varas sur scène et du groupe mythique d'Ifé. C'était ce samedi à l'Atrium, 40 ans après le début de l'aventure. Et puis dans notre JT des communes, nous irons à Saint-Joseph où plus de 5 tonnes de bouteilles et d'emballages en verre ont été récoltées dans le cadre de la semaine du tri. La Biennale des architectes de la Caraïbe va commencer demain. Un rendez-vous fixé par les professionnels de la construction que va nous expliquer le président de l'Ordre des architectes de la Martinique, Ludovic Legrand. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, nous avons observé lors du Salon de l'Habitat que les Martiniquais sont de plus en plus sensibles aux constructions parasismiques et paracycloniques. Alors, est-ce que c'est un constat que vous faites également ? Ce constat, ça fait effectivement très très longtemps qu'on le voit, hein, bien sûr. Et de toute manière, je pense que c'est tout à fait impensable de concevoir sans ces normes parasismiques et paracycloniques. Nous avons eu des événements tout dernièrement chez nos voisins avec Irma et Maria qui ont prouvé que c'était quand même... il ne s'agissait pas de laisser les choses... comment dire ? De laisser les choses mal se dérouler avec un cyclone, c'est ça ? D'essayer de passer à côté, de passer outre, voilà, avec ces normes paracycloniques et parasismiques. Alors, les Martiniquais ne font pas souvent appel à des architectes, notamment par rapport au coût, au surcoût que ça a sur une construction. Alors, j'imagine que vous allez me dire que c'est mieux de faire appel à un architecte, mais quelle est la valeur ajoutée par rapport à ce qu'on peut trouver sur Internet, par exemple ? Alors, sur Internet, je ne sais pas trop, mais par contre, je reviens sur les événements qu'il y a eu à Saint-Martin, notamment, et à la Dominique. Je ne comprends pas qu'on puisse se poser ce genre de questions. Il n'y a pas de surcoût, il s'agit d'une sécurité à vouloir obtenir. Alors, le thème de la rencontre de la Biennale, c'est voilà. Quelles architectures durables face aux risques naturels majeurs de nos territoires caribéens. Alors déjà, est-ce que vous avez une idée de réponse ? Écoutez, on ne va pas répondre avant d'avoir fait cette conférence. Mais vous y avez déjà certainement un peu travaillé. Oui, bien sûr, mais on va surtout laisser les professionnels et tous les conférenciers débattre de ça. Il s'agit de la 10e Biennale de la FACA qu'organise la Martinique. La FACA, c'est une fédération des architectes caribéens qui ont pour habitude de se retrouver. Et lors de ces biennales, d'ailleurs c'était la Martinique qui avait été notamment à l'initiative de cette fédération. Et lors de ces biennales, on confronte nos problèmes qui sont communs
Et là, dans le cas présent, sur les risques naturels avec le cadre bâti, nous sommes tous confrontés. Donc l'actualité, c'était un sujet qu'on avait choisi il y a de cela plus d'1 an. Et malheureusement, l'actualité nous a rattrapés très durement. Hein. Donc je reviens sur ces 2 événements cycloniques. Et sur le fait que tous les pays de l'arc antillais sont confrontés aux mêmes risques naturels avec des situations géographiques, des problématiques géographiques qui sont tout à fait identiques. Alors, vous parlez de problèmes communs, mais est-ce que nous sommes égaux dans la Caraïbe? J'imagine que non. Face au risque naturel, malheureusement, oui. Bah, malheureusement. Non, mais pas par rapport au risque naturel, mais par rapport à la construction. Est-ce qu'au niveau des constructions parasismiques, est-ce que nous sommes égaux? Est-ce qu'il y a des îles qui sont plus en avance que d'autres? Bah, c'est justement, non, manifestement, en Martinique, en Guadeloupe, nous avons la chance d'avoir des règles qui sont assez strictes. C'est pour ça que je ne comprends pas que l'on puisse vouloir passer outre. Et quand on voit ce qui a pu se passer, notamment à la Dominique, Et vous trouvez qu'on est bon élève en Martinique? Bah, plutôt, effectivement. Ce n'est pas tout d'avoir des règles qui sont peut-être un peu strictes si on ne les applique pas. Très bien. Merci à vous d'avoir répondu à nos questions. Bonne soirée. Et puis bonne binale. Oui. Place au sport maintenant avec un retour sur les événements qui ont marqué le week-end. Il y a eu un triplé dominicain lors de la course en ligue du championnat de la Caraïbe cycliste. Fanzateno Félix chez les femmes et Pierre Urruti chez les hommes ont remporté le raid du Loup-Garou. Enfin, en football, le Golden Lion et le Club Colonial représenteront la Martinique lors du 7e tour de la Coupe de France de football. Retour sur un week-end de sport avec Caril Chassol et José Le Chertier. Direction la mer pour débuter, le plan d'eau de Sainte-Anne a servi de cadre hier après-midi à la 4e manche du championnat de jet ski. Et à l'issue des 3 manches, c'est Jimmy Opic qui s'impose devant Didier Festion et Jean-Marc Bod. Au classement général, Didier Festion est leader devant Tony Rémillon et Jimmy Opic. Sport mécanique toujours, en moto, la course de côte de Petitbourg a vu la victoire de Livan Luchel devant Jean-Marc Dondin et Philippe Duféal. En cyclisme, chez les femmes, la Trinidadienne Teniel Campbell réalise le doublé. Elle remporte le contre-la-montre et la course en ligne. Elle est sacrée championne de la Caraïbe. Au masculin, le plus rapide au contre-la-montre, c'est le Guadeloupéen Larry Lutin. Le premier Martiniquais, c'est Yolan Sylvestre, il est 3e. Triplé dominicain dans la course en ligne, Yolan Sylvestre est 5e. Temps fort de ce week-end, la 26e édition du Raid du Loup-Garou est revenue à Pierre Urruti du CA Montreuil en 51 minutes et 10 secondes. Ouo et Moulet du club péléen complètent le podium. Chez les femmes, la plus rapide, c'est Fanzanteno Félix du Golden Star. Autre temps fort de ce week-end en football, les finales de la Coupe de France, le club colonial, vainqueur 1-0 du club franciscain, et le Golden Lion, qui a disposé du Good Luck 4-0, représenteront la Martinique lors du 7e tour de la Coupe de France. En handball féminin, la 4e journée du championnat de pré-national a été marquée par la victoire de l'USC Citron aux dépens de l'Arsenal. Dans l'autre match phare, score nul entre l'entente AS Mondes Gauloise et le Réveil Sportif. Pour le reste, victoire du RC Lorrain, du Club Sport et de l'Aiglon. Au classement, l'USC Citron est leader avec 1 point d'avance sur le Réveil Sportif et 2 sur l'entente AS Mondes Gauloise. Chez les hommes, victoire de l'Étoile de Gondo, de l'USC Citron, du Réveil Sportif, du TS Franciscain et de l'Espoir de Floréal. Au classement, Gros-Mornay et Floréalais sont co-leaders devant Citron et Gondo. En basket féminin, la 3e journée du championnat de N3 a vu le choc gauloise Golden Lion tourner à l'avantage des Trinitéennes. Victoire également des Black Stars et de l'Éclair. Au classement, la gauloise, le Golden Lion et l'Éclair mènent la danse. Au masculin, victoire de l'US du Gossez, de l'USAC, du Golden Lion et du SC Lamantinois. Au classement, les Joséphins sont leaders devant Lamantinois et Foyalais. En volleyball féminin, la 3e journée du championnat d'excellence a été marquée par les victoires de l'Éveil dans le choc face au Rayon, victoire également du Smatch et de l'Espoir. Au classement, Iléennes sont leaders devant l'UCN et du Gossez. Chez les hommes, l'Espoir et le Rayon se sont imposés, l'UCN et Foyalais sont co-leaders devant Ansois. Sport toujours avec le Madine Electric Run, une course nocturne de 5 km qui a réuni ce week-end au Marin environ 4000 personnes. Une course colorée placée sous le signe de la lumière. Extrait.
Ça va être très chaud. Tout à l'heure, on sera plus de 3000. Est-ce que vous êtes prêts? J'en vois rien, je vois rien, j'entends rien. Tu es où, montre-moi ça? Viens comme tu es, viens comme tu es. Martin to friend. C'est bien ça. Approchez-vous, approchez-vous, s'il vous plaît. La puissance, que la puissance. J'ai pas connu la défaite depuis mon existence. Gros, je m'en sors bien, si jamais miraculé. Parle en français, parle au cash, prends tes distances. Ramenez-moi la tête. Tu sais qu'il va te falloir qu'on s'échauffe un petit peu. Ok, ça va partir dans quelques minutes, mais tu sais, tu auras besoin de beaucoup d'énergie. 1, 2, 1, repart. Hey! Encore, avec les bras. Hey! Je repars. Never give up. Attention. Never give up. La prochaine. Never give up. Tu descends. Never give up. Allez, direction le Master Southline. Avant de passer à notre JT des communes, revenons sur le retour sur scène d'Alfred Varas et du groupe mythique Diffé. C'était ce samedi à l'Atrium, 40 ans après le début de l'aventure. Voyez cet extrait capté par Michelet François. Jodi nous matidik, c'est jalousie nous toutes connaître. Juste qui prie à temps. Gardez yo, gardez yo, gardez yo, gardez yo, gardez yo. ATV, toujours plus proche de vous, place à notre JT des communes. Un JT des communes qui commence à Saint-Joseph. Plus de 5 tonnes de bouteilles et d'emballages en verre ont été récoltées par la CACEM sur la place des Fêtes. Il s'agissait d'un rendez-vous donné à la population dans le cadre de la 4e édition de la Semaine du Tri. Retour sur cette journée de collecte avec Hubert Bornil et Michelet François.
Les agents de la CACEM ont eu beaucoup de travail aujourd'hui. D'ailleurs, belle illustration de la société martiniquaise et de sa consommation des bouteilles de champagne vides. Alors là, il est question aujourd'hui d'atteindre 5 tonnes de verre, mais je crois qu'on va y être là. Grosse animation autour du thème le tri haute couture. En fait, ce qu'il faut surtout comprendre, c'est une invitation lancée aux administrés afin qu'ils puissent apporter le maximum d'emballage en verre, bouteilles, pots et bocaux. Des bouteilles, rien que des bouteilles. Ouais. Il y en a beaucoup. Tu vois pesé à peu près? Ah non, je n'ai pas pesé. Il paraît qu'il y a des choses qui sont refusées. Oui, certains verres. Des verres de table, des verres de cap, c'est de la poubelle, d'ordures ménagères. Ça, c'est en rasier, en ramassé, en jardin moins. Et puis, mon camarade qui a boire, donc, mon cadio qui c'est bouteille là-bas, moi. Sur place, l'engouement est réel, d'autant qu'il y a des cadeaux à la clé et même un voyage à gagner à Sainte-Lucie. Là, elle a gagné pass shopping de 15 €. Donc, elle pourra aller à la Galeria et profiter d'un bon de 15 €. Il est question de tri, recyclage et valorisation. Atelier de couture avec les élèves du primaire. Les aînés de l'âge d'or ont confectionné des objets à partir du plastique. Enfin, la thématique du tri semble avoir presque atteint ses objectifs. Vous avez vu les enfants présenter des habits qu'ils ont fait à partir de papier, de plastique, de carton. Et l'idée, c'est vraiment de montrer qu'avec les emballages, autour du tri, c'est pas quelque chose de fastidieux, c'est bien quelque chose qui peut être festif. D'autant que plus les heures passent, plus le tonnage augmente. 1h30 après, on atteint les 3,5 tonnes de bouteilles en verre. Et comme le tri, c'est aussi la fête, mon coup de cœur, l'école de Pelletier, le CM1 de Pelletier, avec tous ces enfants que vous pouvez voir qui ont fait de superbes réalisations, aidés de l'or, voilà. Comme quoi le tri, c'est aussi ça, la créativité. Et voilà, mi pays. Quelques informations pratiques avant de refermer cette édition. Notez que des coupures d'eau sont à prévoir demain de 10 h à 17 h à Fort-de-France, à Langelier-Bellevue et à Grande-Terre. Enfin, pour ceux qui souhaitent faire un don de sang demain, notez qu'un camion de l'EFS sera stationné de 8 h à 13 h sur la place Clarissa Jean-Philippe à Sainte-Marie. Et puis, comme chaque jour ouvré, une équipe sera également à votre disposition de 9 h à 16 h à la maison du don au CHU Pierre Zobda-Kitman au quartier Lamena à Fort-de-France. Et c'est la fin de votre journal local et régional. Mais ne bougez pas, on se retrouve dans une poignée de secondes avec Régine Germani en Tchèque. A tout de suite.